Bonjour et bienvenue à vous, mesdames et messieurs. Vous êtes à Presse Éco, notre tribune hebdomadaire d'analyse, de commentaires et de débats sur les sujets marquants de l'actualité nationale et internationale avec nos invités qui sont des hommes des médias, des analystes, des chroniqueurs. Avec eux, donc, nous revenons pour faire l'actualité au plan national et international. Je suis donc heureux de vous retrouver pour ces sujets que nous allons débattre aujourd'hui. Premier sujet, il s'agit bien sûr du congrès du MPP dont on commence à voir déjà les premiers, les premiers noms de la direction. Nous allons en parler. Il semblerait en tout cas, puisqu'on a ici comme que Balak Sakandé est donc le nouveau président du MPP à la place de Simon Compaoré. Et puis second sujet, on parlera aussi d'un autre parti, le CDP, où il y a une crise de la jeunesse du CDP qui a fait une sortie en tout cas tonitruante cette semaine. Nous allons donc en parler. Et puis troisième sujet, il s'agira de la reprise des policiers radiés de l'APN. APN, c'est un des syndicats dont 21 policiers avaient été radiés. Et puis en international, on parlera du Mali où il y a des appels à la prolongation de la transition. Nous allons analyser tous ces sujets-là avec mes invités sur ce plateau. À ma gauche, Évariste Fossin-Consembo. Évariste Fossin-Consembo est chroniqueur média, président du SEC d'éveil, qui est une association de défense des droits de l'homme, et premier porte-parole du FORAC, Forum Alternatif des Citoyens. Merci Évariste d'être sur ce plateau. Et puis Lengani Issaka, journaliste, directeur de publication de l'Opinion. Merci Lengani d'être là. Et puis juste à la gauche de Lengani, André Eugène Ilboudo, directeur de la radio des écoles. Merci. Enfin, dernier invité, Oulon, Serge Atiana, il est donc journaliste, directeur de publication de l'événement bimensuel d'investigation, également essayiste. Merci à tous d'être avec nous pour ce temps de débat. On commence tout de suite, mais avec une autre actualité dont on n'a pas parlé, bien sûr, en citant nos sujets. Il s'agit de cette contrebande de carburant, en tout cas à l'échelle nationale, qui vient donc de connaître une évolution positive, on va dire comme ça, parce que le procureur, dans un communiqué mentionnait donc que 72 personnes ont été interpellées et des stations essence aussi mises sous scellé. Et c'est un trafic qui concerne beaucoup de régions de notre pays, et c'est une perte en économie, mais aussi des menaces par rapport au terrorisme que nous vivons. Alors, commentaire, je vais prendre un mot chacun. Évariste Consembo. C'est vrai que la révélation de ce sujet a interloqué plus d'un, et spécialement en fait quand on se penche pour comprendre un peu les conséquences, et surtout en lien avec le terrorisme, on se dit que si cette piste est vraiment bien fouillée, bien suivie, ça pourrait être le début du commencement, je dis bien le début du commencement de la traque, en fait, d'une manière efficace contre donc, les terroristes. Parce que nous savons très bien que les terroristes, ils ont des sources, en fait, des sources, ils doivent s'approvisionner, forcément. Tout le monde savait que dans les zones d'orpaillage, ils levaient des taxes, donc ils avaient des revenus. Ensuite, comment est-ce qu'ils s'approvisionnent au niveau des munitions? Parce qu'ils ne fabriquent pas de munitions, même les armes. Et là, le carburant, en fait, sans carburant, vous ne pouvez pas vous déplacer. Bon, mais ce qui était quand même constant, c'est qu'on savait que dans certaines zones du pays, notamment comme Bissiri, on entendait souvent qu'il y avait des jeunes qui émergeaient économiquement du fait du trafic du carburant. C'était au vu aussi de tout le monde. Mais moi, en fait, c'est là le rôle de la SONAVI. Parce que si vous regardez l'organisation, en fait, de la gestion du carburant, le monopole est dévolu à la SONABI. Donc, bon, c'est vrai, comme on ne connaît pas la LCE, effectivement, on dit que c'est une source de la LCE, peut-être une de nos stations, c'est pas, mais je me dis que le sujet étant tellement grave, en tout cas, la SONABI doit être au cœur, en fait, de ce problème. Parce que la SONABI au cœur du problème, ça signifie quoi? Que la SONABI crée d'autres occasions où... C'est la SONABI qui a le monopole. Le monopole fait que un marché noir se développe également. Parce que les coûts sont moindres avec le marché noir. Exactement. Donc, je dis que c'est très intéressant et il faut avoir le courage. C'est une des pistes importantes de la lutte contre le terrorisme dans notre pays. Atiana. Non, déjà, c'est de reconnaître qu'il y a un travail appréciable qui a été fait, parce que quand vous parcourez le communiqué, c'est parti d'une dénonciation depuis 2019, c'est-à-dire que et quand vous lisez les détails donnés, le travail pour constater sur le terrain, le fait qu'il y a eu un suivi, souvent pour connaître les itinéraires, même les horaires de passage de ces camions-là entre 22h et 3h du matin, les différents axes, il y a un travail quand même, c'est-à-dire qu'il y a des hommes et des femmes qui n'ont pas dormi pour pouvoir faire ce boulot.
boulot là et c'est très appréciable. Ça a pris quand même du temps depuis le 5 août 2019 que la plainte a été déposée. C'est une dénonciation. Ça fait 2 ans quand même. Oui, mais quand vous lisez, vous voyez qu'il y a un travail qui a été fait. Ce n'est pas une enquête, ce n'est pas une mince affaire. Même nous, en tant que journalistes, il y a des enquêtes qui peuvent vous prendre 1 année, 2 ans, 3 ans. N'en parlons pas d'une affaire de cette ampleur-là. Il n'y a pas de... Je voulais aussi préciser qu'il n'y a pas de fixation sur la question de la Sonabi. Parce que quand vous lisez le communiqué où c'est dit clairement que les camions passent, au vu au su de tous, la police, la gendarmerie, la douane. Donc c'est dit qu'à tous ces niveaux, peut-être qu'il y a des complicités à la douane, à la police, à la gendarmerie, aux impôts, parce que c'est les opérateurs économiques qui sont derrière cette affaire. Et du reste, vous avez dit que 72, peut-être qu'à l'heure où nous parlons, ça a évolué, parce que c'est dit qu'il y a des personnes qui sont recherchées. Et je sais qu'il y a certaines personnes qui étaient en fuite, et certains ont pu traverser la frontière, d'autres étaient toujours sur le territoire. Donc c'est dit qu'il y a ce travail-là qui a été fait. Et je crois que grosso modo aussi, par rapport à la question de la lutte contre le terrorisme, c'est vrai, c'est un élément supplémentaire qui vient aggraver la situation, mais c'est un lucratif commerce qui existe depuis 10 ans, 20 ans. C'est des gens qui, c'est pas des parvenus, c'est pas des gens qui sont levés du jour au lendemain. C'est un commerce qui existait et je crois que d'ici là, quand les gens auront les noms, on saura que ce sont des gens qui ont bâti leur fortune il y a 10, 20 ans à partir de ce lucratif commerce de carburant. Donc c'est un phénomène, c'est vraiment un dossier assez lourd quand même. Et pour une fois, je crois qu'il y a quand même quelque chose de très appréciable à prendre et espérer surtout que tous les compartiments, on a évoqué la Sonabi, la police, la gendarmerie, la douane et peut-être au niveau des impôts, là où il y a des complicités, en tout cas, qu'on puisse quand même déraciner et faire de telle sorte que cette affaire, parce que c'est une sorte... On est souvent habitué à voir qu'on prend les menus fritins. Voilà, c'est un peu et ça. Puis après, non, mais soyez rassurés que les gros poissons qui ont senti qu'il y a quelque chose, apparemment, certains ont détalé et personne ne pouvait imaginer il y a 10 ou 20 ans que ces personnes pourraient être inquiétées. Et je sais que des gens ont quitté le pays dans cette affaire-là. D'accord. Oui. Lui, il a parlé des complicités. Mais attendez, j'avais eu vent de cette enquête il y a 1 mois. D'accord. Et si ça s'arrête comme ça va être dommage. Lui, il a parlé de complicité. Mais les personnes qui ont fait les enquêtes, ils connaissent tous les réseaux dans les moindres détails. Dans les moindres détails, même les gens qui ont intervenu une seule fois, on les connaît. Et vous avez regardé les stations d'essence qui poussent au Burkina comme, je ne sais pas, champion après la pluie. Regardez toutes les marques de stations qui pullulent au Burkina. Ce n'est pas parti de rien. On sait dans les moindres détails qui fait quoi. Mais qu'est-ce qu'on combat au juste? C'est la qualité du carburant qui n'est pas bon parce qu'il est frauduleux, ou bien c'est parce que c'est du carburant qui ne passe pas par les normes pour entrer au Burkina. Contre le monopole, par exemple, de la Sonabi. Est-ce qu'on ne va pas aller à casser le monopole comme au Nigeria où on vend le carburant? Est-ce que ce ne serait pas moins cher pour nous autres, les populations? Non, d'abord, vous avez regardé, il fut de temps en temps où on disait aux gens de ne pas vendre du carburant dans la rue parce que c'est du carburant frelaté, c'est des carburants qui exposent les gens au risque. Quand vous vendez, on expose du carburant à côté d'un domicile. Parce que pour créer une station, il y a des normes qu'il faut respecter. Et quand vous exposez, vous mettez des carburants dans des barriques, dans des maisons, si ça prend feu, c'est tout le quartier qui saute. Donc il y a des normes. Mais ceux qui ont de l'argent s'en foutent de tout ça. Ils peuvent... Vous avez vu des stations qui ont... Regardez, je prends la zone de l'artisanat à côté de la mairie. Les gens voulaient créer une station dans une zone où on a refusé parce que c'était à côté d'un camp militaire. Et ça veut dire que vous ne pouvez pas créer une station n'importe comment, mais aujourd'hui, avec l'argent, vous pouvez même créer une station à Kosiam. Parce que si vous payez, et c'est ça qui n'est pas acceptable. Et les gens qui ont de l'argent, ils s'en foutent de tout le monde et ils font ce qu'ils veulent dans le pays. Si le procureur arrive à démanteler ce groupe, ce que moi j'attends, ce n'est pas les 72. C'est les gros bonnets qu'on le va... Oui, mais André Génibouro, oui. Est-ce que c'est parce que c'est de la contrebande que ce n'est pas quelque chose de bien pour les populations qui n'ont pas l'argent pour acheter le carburant qui est cher? Le carburant qu'on vend dans des grandes stations sont chers. Mais regardez... Est-ce que ce n'est pas là le problème? Je veux dire, regardez les chefs d'accusation. C'est blanchiment de capitaux d'argent. Mais on va inclure ce qu'on fait avec les terroristes. Parce que quand vous vendez de l'essence, c'est que vous venez à la station pour acheter. Si vous venez avec des fûts. Mais je veux dire, il faut non seulement démanteler le carburant, mais il faut même démanteler ceux qui vendent les vivres. Parce que on connaît là où les terroristes
poissons, on connaît là où ils s'approvisionnent en carburant, on connaît là où ils s'approvisionnent en nourriture, on connaît là où ils s'approvisionnent en eau. Si vous coupez cela, le tourisme va disparaître. Parce que quand les touristes n'auront plus de carburant, qu'ils ne peuvent pas acheter n'importe où, mais ils ne pourront plus rejoindre là où ils partent dans les villages là, pour terroriser les gens. C'est toute une chaîne à neutraliser. Lengani, j'insiste sur ma question. Est-ce que cette contrebande n'est pas due au fait que le carburant légal là est trop cher et que la population n'a pas accès? Oui, mais le carburant légal est cher, pourquoi? C'est à cause des taxes de l'État. Donc, vous voulez dire que c'est l'État lui-même qui alimente la contrebande? Et là, je ne sais pas tout à fait... Non, c'est pas... Je pose une question. Est-ce que le fait que les gens... Le marché noir se développe parce que le marché officiel est peut-être difficile d'accès? Oui, il est difficile parce qu'il y a les taxes. C'est tout. Et les syndicats qui protègent les travailleurs ont toujours dénoncé le fait que sur le carburant, il y avait plein de taxes inutiles, en fait, qui se répétaient. Donc, il n'y a que c'est l'État lui-même qui favorise, en quelque sorte, ce marché noir-là. Ensuite, je suis tout à fait d'accord avec mon voisin lorsqu'il dit qu'il ne faut pas s'arrêter à ce menu frétin. En réalité, ce sont 12 là. Attendant où lui ou l'on l'a dit, bon... Cher, pardon. C'est le grand frère qui est Coulon. Bon. Et il a dit, donc, Cher l'a dit, il y a des gros bonnets qui ont senti venir le coup et qui ont détalé, qui ont pris la peau d'escampette. Mais il y a toujours des gens qui... Je dis que, avec les autres, qu'il ne faut pas s'arrêter à ce niveau-là. Il faut aller en profondeur pour déraciner effectivement le mal. Et aussi, ça va permettre d'aller sur d'autres terrains. Parce qu'au-delà de ce qu'on peut dire, c'est effectivement... Sans être pessimiste et sans peut-être douter des enquêtes, de la bonne foi de ceux qui font ces enquêtes. Quand on prend 2 ans, on vient maintenant, on arrête 72 personnes, on n'a pas vu un gradé de la douane, on n'a pas vu un gradé de la gendarmerie, il n'y a que des commerçants. Est-ce que ça nous laisse croire que vraiment, ce n'est pas les menus frétins seulement qu'on va... Non, je vous en prie, je n'ai pas terminé. Le communiqué dit clairement que les transporteurs ils passaient au-dessus de la police, de la gendarmerie, de la douane, etc. Donc ça veut dire que tous ces gens-là, s'il n'y a pas de haut gradé, s'il n'y a pas de responsable de la gendarmerie dedans, ni des douanes, ni de la police, c'est que quelque part on est en train de se foutre de nous. Et ça, ce n'est pas normal. Pour répondre à votre question, ce n'est pas un problème de qualité ou de prix, parce que même le carburant qui passe par la contrebande, il est revendu au même prix. Les prix ne baissent pas. Hein. Si vous allez à la pompe, c'est le même prix que le carburant importé. Quand on recule un peu dans certaines zones, par exemple, au fond à la frontière, de l'Est, etc., est-ce que ces zones qui ne sont pas desservies par le carburant officiel n'est pas... Le problème essentiel, là, c'est une question de... Vous parlez de marché noir. Quand vous dites marché noir, ça dit tout. Alors, vous avez une perte fiscale, c'est l'évasion fiscale. Les taxes, ça veut dire qu'il y a... Les taxes, au lieu d'aller dans les caisses de l'État pour assurer le développement, vont dans les poches de tous les intermédiaires. Ceux-là qui sont arrêtés, qui regardent, qui ne voient rien passer. Et ça alimente la corruption. Donc, en fait, le gros problème se situe à ce niveau. Mais là, moi, où je pense quand même que la SONABI est quand même au cœur, parce que c'est la SONABI qui a le monopole. Donc, il doit avoir développé des instruments pour contrôler et surveiller. D'accord. Oui. Merci, on va évoluer. C'était juste une mise en bouche. On reviendra sur le sujet. On reviendra sur le sujet la semaine prochaine avec certainement des évolutions un peu plus sur les enquêtes. Sujet politique, MPP. Alors on vient de l'apprendre. C'était le congrès tant attendu. Nous en avons parlé déjà la semaine dernière. On avait même lancé déjà des pronostics ou en tout cas du moins fait des analyses concernant la nouvelle direction. Simon Compaoré semble bel et bien parti. Il a été, on dit, érigé ou en tout cas élu président, élevé au rang de président d'honneur. Et on vient de l'apprendre donc que Bala Sankandé est donc le nouveau président du MPP. Je vous laisse commenter, Atiana. Bon, si l'information se confirme, je crois que lui, il est dans sa progression depuis la mort de Salif Diallo. Je ne dirais pas qu'il y a quelque chose, ou bien le malheur des uns fait le bonheur des autres, mais il y a une certaine ascension politique qui est là, quoi qu'on dise. Et je crois que son nom faisait partie depuis quand même quelque temps, même si aux dernières heures, il n'était pas parmi les favoris. Bon, en politique, tout est possible. À la dernière minute ou à la dernière seconde, tout est possible.
si ça se confirme, ça veut dire que c'est l'objectif 2025 qui ne fait que, comment je vais dire ça, se confirmer ou bien qui est dans le viseur maintenant pour Bala Sakandé. Et je crois que peut-être pour Simon Compaoré, c'est de voir si ce retrait ou bien ce départ de la présidence du parti va être en quelque sorte une retraite aussi, ce que j'en doute, puisque lui-même il dit qu'il reste simple militant et du reste il a été fait président d'honneur également. Et pour Bala, je crois que c'est quelque chose de supplémentaire, c'est une mainmise maintenant sur une machine. Parce qu'avant ce congrès, on a vu un peu ces partis qui se sont sabordés. On a parlé de fusion alors que ce sont des absorptions. UPR, Agir, CPR, MP et puis le Parti Socialiste, 4 partis. Si on ajoute un peu les quelques démissionnaires ou du moins des têtes d'affiche au niveau du CDP qui ont rejoint le MPP, je fais allusion à Jérôme Bougma où il y a eu une cérémonie au moins officielle pour marquer son arrivée. Voilà, peut-être qu'il y a eu d'autres, Alfred Sanou également effectivement, peut-être qu'il y a eu d'autres qui ont adhéré. Donc ça devient encore une grosse machine pour 2025. Pendant ce temps, bon, de l'autre côté, on ne voit pas grand-chose. Et je pense que peut-être que l'appui aussi du président du Faso a été pour quelque chose, comme cela a été à la mort de Salif Diallo, lorsque Bala Sakandé devrait être élu président de l'Assemblée nationale, parce qu'on a vu que les députés ont été convoqués, où on a donné clairement les instructions pour qu'on vote en faveur de Bala. Après 2020, c'est pratiquement pareil. Il a été encore reconduit comme président de l'Assemblée. Et cette fois-ci, c'est le parti qui vient de récupérer, entre guillemets. Je crois que clairement l'objectif peut-être s'annonce et puis il a une longueur d'avance. Ce qu'on apprend aussi, le président du parti n'est pas d'office le candidat du tout à fait, ça c'est vrai, tout à fait, ça c'est vrai. Mais n'empêche, c'est ce que j'étais en train de dire, c'est une progression et c'est un avantage considérable déjà d'avoir la machine une machine pour conquérir le pouvoir. Et je pense c'est vrai que publiquement il n'a pas dit, mais il ne fait mystère de ses ambitions pour 2025. Et je crois que le choix, en le mettant aussi à la tête du parti, c'est peut-être une façon aussi pour le parti de dire, voilà, c'est notre candidat aussi peut-être pour 2025. Et puis, le travail ne fait que commencer tout simplement. D'accord. Alors, Lengani, en rentrant dans ce congrès, on a vu une sortie de Simon Compaoré à quelques jours du congrès où il affirmait, comme pour répondre à certains débats qui avaient déjà cours, à savoir si le président du Faso actuel, Rochmark Christian Kaboré, envisagerait un 3e mandat. Simon a été catégorique, sauf s'il voudrait, donc le président voudrait se suicider. En tout cas, s'il va le faire, ce ne sera pas avec eux et qu'il devait choisir quelqu'un d'autre pour, bien sûr, représenter les couleurs du MPP au niveau de la présidentielle 2025. Alors là, on a maintenant Bala Sakandé. Quelle analyse on peut faire Oui, bon, d'abord, il faut dire qu'il faut saluer la sortie de Simon Compaoré, qui est vraiment dans le style même de l'homme, c'est-à-dire des mots très forts, très durs pour dire ses sentiments personnels. Et je pense qu'il traduit aussi l'opinion globale au niveau du parti, parce qu'il n'est un secret pour personne que depuis la fin du premier mandat, on entendait déjà, même avant même la fin du premier mandat, on a entendu plusieurs fois la rumeur dire qu'il y a des gens qui se baladaient du côté du palais de Moro-Nava pour dire, pour des sorties politiques qui allaient étonner tout le monde entier. Bon. Donc, ça va dans l'ordre normal des choses que l'on dise que le 3e mandat, c'est suicidaire. Et il y a aussi dans l'environnement sous-régional, on voit que les 3e mandats conduisent à des situations vraiment inconfortables. Bon. Et quand on tient aussi du fait que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui ont guerroyé contre ce qu'ils ont appelé la patrimonialisation du pouvoir, un mot vraiment compliqué à dire même parce qu'il ne correspond pas à une réalité au plan national, sinon que c'est maintenant qu'on assiste effectivement au fait que le pouvoir appartient à un clan qui en fait ce qu'il veut. Bon, et je dis que donc ça va dans le bon sens et ça traduit aussi l'opinion publique nationale aujourd'hui que ce sera vraiment très inconséquent, très compliqué de tenter de modifier la Constitution pour double déverrouiller. Parce que n'oubliez pas, cette Constitution est doublement verrouillée. Mais il y a une 5e Constitution qui est en attente. Ah oui. Il y a là
le référendum pour la 5e République. Oui, En principe, oui, quand j'avais promis pour... le premier mandat, le premier semestre. Ouais, le premier semestre. C'était même acté pour février C'était pour le premier. 2016. 2016, voilà. Oh, mais les promesses politiques n'engagent que ceux D'accord, qui... allons-y Lengani. L'adoption de cette constitution remet peut-être les compteurs à zéro. Allons-y Lengani. Donc, ça fait que ça va être difficile, effectivement, de jouer sur ce tableau-là. Bon, maintenant, avec Bala au perchoir, un jeune qu'on dit très ambitieux, qui n'a jamais caché sa volonté de voir renouveler la classe politique dirigeante. Parce qu'au-delà de sa personne, je crois que dans sa tête, dans sa manière de fonctionner, il faut changer. Et c'était le cas même au CDP. Je me rappelle très bien qu'une de ses sorties qui leur a coûté quelques bisbilles, c'était de dire que ceux qui étaient au devant avaient trop duré au devant de la scène et qu'il fallait se mettre en retrait pour permettre la jeunesse de monter. Donc c'est quelque chose qui est chevillé à son corps, je dirais. C'était un rénovateur. C'était un bon. Comme ça lui profite, on peut dire que c'est tout à fait normal parce qu'on ne mobilise personne en dehors de ses intérêts, donc il se met dedans. Et donc ça veut dire que vraiment le MPP est parti pour un véritable renouvellement. Mais, et il y a un grand mais, quand on regarde l'attelage, selon les informations qu'on a reçues, c'est un compromis qui va être très difficile à gérer. Si on regarde, si à toi les hommes qu'on nous donne aux 5 premiers postes sont effectivement ceux-là, ça va être très difficile. Par exemple, bon, il y a des noms. Oui, on Massa entend. Ouadougou, Salif Thiemtouré, Marshal Ilboudo. Marshal Ilboudo et le 5e c'est Moussa Boli. Moussa Boli. Bon, tout ça, si vous regardez le jeu à l'intérieur du parti lui-même depuis le CDP, on sent que Balava va avoir du pain sur la planche. Parce que tous ceux-là qui sont là ne sont pas forcément ses amis dans le parti. On le sait. Donc ça va être très difficile. Donc tout dépendra de sa capacité à s'imposer à tout cet aéropage-là. C'est sûr que le président de Faso sera derrière, mais en même temps, comme on sait qu'il n'a plus de pouvoir réel, et que quand on connaît la manière de fonctionner de l'homme, c'est-à-dire qu'il n'aime pas se mêler des problèmes des autres directement, bon, je me dis que Bala va devoir se battre tout seul, en tout cas avec les autres. Mais il n'y a pas que ces 4 personnes. Le parti, c'est quand même vaste. Il y a des organes, il y a l'étendue territoriale, etc. Si Bala même est arrivé devant tous ces 4-là, ça veut dire quand même... Il est propulsé. Ça veut dire qu'il est quelque chose. D'accord. Ah oui, il n'a pas été propulsé, mais il s'est certainement battu avec ses hommes, avec ses arguments, pour arriver là où il est. Il ne va pas se laisser... Évariste Konsebo. Moi d'abord, c'est vrai que c'est une surprise parce qu'on ne l'avait pas vu venir, mais tout le monde, parce que tout le monde était focalisé sur d'autres acteurs. Maintenant, quant à dire que la façon dont M. Simon Comporé quitte un peu l'exécutif, parce qu'au niveau du président d'honneur, vous n'êtes plus qu'à... En fait, c'est un rôle pour inaugurer un peu les chrysanthèmes, mais méfiez-vous, parce que moi, ce qui m'intéressait, c'est de voir un peu les statuts. Et dans les statuts, on va définir donc les prérogatives du président d'honneur. Et vous venez d'avancer peut-être un point qui est important, celui de savoir que le président du parti n'est pas forcément le candidat naturel. Ça, c'est un... Mais ce que je vois aussi, en arrière-fond, en filigrane, c'est le pouvoir du président de Faso. Parce qu'apparemment, il a dû... Le grand absent, mais grand présent, ça a dû être un peu lui. Parce que quand même... On a entendu dire que c'est de façon spéciale qu'il a recommandé que Simon Comporé soit élevé président d'honneur. Ça veut dire donc on peut aussi également penser qu'il a demandé que Bala Sankari soit président. Tout à fait. Ce qui est sûr, il a dû peser. Maintenant, pour revenir sur les propos de Simon, ça qu'il trouve très intéressant quand même, parce que dire que il serait suicidaire d'envisager un 3e mandat, c'est des propos qui viennent comme pour sonner un découragement. C'est comme pour décourager. En même temps, moi, je perçois ça comme étant une mise en garde. Eh bien, pourquoi est-ce qu'il y a-t-il besoin de faire des mises en garde ou de décourager? Mais c'est là que je pense aussi qu'il se trompe, parce que les histoires de dire que le Burkina ce qui s'est passé en Guinée, au Mali et autres peut arriver, c'est faux. Faut contextualiser. C'est très important. Parce que l'opposition qui était très forte en 2012 contre M. Comporé, quasiment n'est pas le même actuellement. Vous avez bien, malgré la situation du pays, tous les présidents n'ont pas les mêmes chances. C'est un. Maintenant, parce qu'on peut très bien le contexte, le contexte qui a mobilisé fortement les gens contre le régime, le système Comporé. Et deux, parce que quand même, moi j'ai fait un peu une analyse sociologique. De 1966 à 2014, ça fait 48 ans. Les révolutions, les
crée pas tout le temps. Oui, mais 2014, non, parce qu'il faut dire qu'il y a... Non, le contexte peut être important. C'est que le Burkina a vécu en 2014. Oui, mais les grandes gueules qui ont fait l'insurrection actuellement se retrouvent avec M. Kaboré aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a quand même... Mais l'histoire aussi se répète toujours en face. Oui, mais il faut du temps. Il faut du temps pour créer les conditions. Après 2014, après cette insurrection, on va revenir de 2014 et à poser 2025, un débat de troisième mandat. Si 2014, non, mais ça dépend du contexte socio-politique. Et de 2014 à 2025, ça fait combien? À peine, je pense, une histoire de 11 ans, c'est combien? Non, c'est pas... Mais le président Kaboré lui-même, dans son discours de fin d'année, a dit... Oui, mais il y a ce qu'il dit, il y a ce qu'il dit et il y a la réalité. Et donc, c'est pas exclu. Non, non. Et M. Simon Compaoré, certainement, un acteur politique très avisé. S'il fait une mise en garde, c'est qu'il sait de quoi il parle. D'accord. Oui. André Géniboulot. Non, nous sommes des analystes. Il faut regarder. Bala Sakandé n'est pas arrivé au perchoir de l'Assemblée nationale par ses propres biceps. Vous avez suivi toutes les tractations qui ont été faites. C'est quelqu'un qui l'a imposé. Aujourd'hui, on peut être sûr que quelqu'un l'a imposé comme président du parti. Il faut tenir compte de toutes les analyses. Alors, est-ce que ça voudrait dire au MPP a pas de démocratie? Parce que tel que j'entends les choses, on impose. Est-ce que c'est forcément ça? Parce que si on dit on impose, ça veut dire que on enlève d'autres aussi, quoi. Est-ce que c'est ce que ça voudrait dire? Est-ce que c'est pas vraiment les instances Non, la démocratie, à l'interne, c'est l'imposition de ceux qui ont le pouvoir. C'est ça la démocratie. Par exemple, on a élu des gens parce qu'ils avaient le pouvoir de l'argent. Ce n'est pas sur la vertu. Aujourd'hui, ceux qui nous dirigent, ce n'est pas sur la base de la vertu, ce n'est pas sur la base de l'idéologie, ce n'est pas la base de ce qu'ils avaient de l'argent pour donner à des gens, pour qu'ils puissent être élus. Ne vous trompez pas, nous sommes des analystes, nous ne sommes pas... Mais André, nous sommes en train d'analyser des faits pour des millions de téléspectateurs. Quand on dit imposer Bala Sakandé devant Clément Sawadoro, Salvi Temtouré, Marshal Iliboudo, Simon Kompo, tout ce beau monde-là, est-ce que le président du Faso peut imposer quelqu'un s'il n'a pas au moins l'aval quand même de tout le monde? Si vous semblez ne pas écouter ce que les gens disent, vous pouvez dire. Mais le poste allait se jouer entre Bala Sakandé, Clément Sawadoro et le secrétaire général du parti, qui est M. Lassane. C'était les trois qui étaient positionnés pour faire la compétition. Mais quand on prend les trois, est-ce que les militants, les organes n'ont pas regardé? Et des trois, quand même, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui peut déterminer leur choix, que ce soit forcément une imposition de l'extérieur? Mais si vous regardez, monsieur... Monsieur... On a parlé de la jeunesse. Est-ce que le fait de la jeunesse ne peut pas primer? Vous avez entendu parler d'un vote par rapport au président du MPP? Non. Personne n'a entendu parler de vote, donc ça veut dire forcément il a été plus ou moins coopté, en tout cas imposé. L'analyse que je voulais dire, c'est qu'il va avoir 1381 membres du bureau politique national. Une inflation de 70% plus. Pourquoi vous n'avez pas pris le dernier de 1381 pour faire président de l'Assemblée nationale? Vous avez pris les gens qui sont en vue pour faire président de l'Assemblée nationale, vous avez pris pour faire président du parti. Ne vous y trompez pas, le président du parti sera le candidat naturel du parti. Il ne faut pas faire semblant comme si l'histoire, on ne la connaît pas et qu'on n'analyse pas l'histoire sur la base de ce qui existe. Moi, je ne me fais pas d'illusions. Sauf que, si les faits me donnent le contraire, que M. Bala Sakandé ne serait pas le candidat naturel du MPP. On ne peut pas le propulser président du parti pour sa barbe qui commence à blanchir. Non, si on l'a mis là, c'est que certainement... Et je termine. Et pour dire, le président Roch est sur son mandat déclinant. Je pense qu'il ne veut pas se suicider. Donc, certainement, moi, je ne crois pas qu'il va modifier le mandat. Parce que s'il modifie le mandat, s'il modifie la Constitution, mais c'est ceux qui sont à vos côtés qui vous font le coup d'État. Hein. C'est Doumbia en Guinée. C'était son homme fort qui lui a fait le coup d'État. Moi, je pense qu'il faut exclure de rien. La meilleure façon de partir, c'est de respecter votre parole d'engagement qui fait que vous ne devez pas modifier cela. C'est ça. En dehors des cocoricots, de ceux qui se disent insurgés, on sait tous qu'en 2014, mais ceux qui ont fait le coup d'État, c'est Honoré d'abord, chef d'état-major des forces armées. Ensuite, comment s'appelle l'autre là, Zida, qui était de la garde rapprochée. Bon, donc, ça veut dire que c'est... Et aujourd'hui, moi, je pense que le véritable problème du pays est dans le MPP lui-même. Je l'ai dit il y a très longtemps déjà, avant même que ça ne devienne ce que c'est aujourd'hui.
la véritable opposition, c'est au sein du MPP. Ça, c'est joué là-bas et non en dehors. D'autant plus qu'on sait déjà que ceux qui sont dehors, la plupart sont à la mangeoire notamment. Donc, ils sont tenus en laisse. Les véritables acteurs, ceux qui ont le courage de leurs opinions, face à la ligne globale du parti, ce sera à l'intérieur du MPP. Bon, ce n'est pas une mauvaise chose en tant que telle. Ça peut être bien si effectivement, on sait faire attention au dérapage pour que ça ne devienne pas la catastrophe. Mais en même temps, je dis, il ne faut pas se tromper, se faire d'illusions. Les véritables patrons du MPP vont demeurer Simon Compaoré, président d'honneur, et Roch-Marc Christian Kaboré, président du FASO, qui ont les deux tendances majeures au sein du parti. Ils vont jouer sur les relations à l'intérieur du parti pour imposer des choses. D'accord. Merci. Dernière question. Évariste Konsebo, Bala Sakandé, on sait que le thème donc, de ce congrès-là, c'était poursuivre le renforcement du MPP dans un Burkina Faso réconcilié, résilient et prospère. Bala Sakandé, on le sait, c'est pas du tout un mystère. Il est pro-réconciliation nationale. Est-ce que ça voudrait dire ici que, prenant la tête du parti majoritaire, ça portera mieux au moulin de Zéphirin Diabré? Non seulement il est très proche, il porte fort en lui le message donc, de la réconciliation. Il est aussi d'une autre génération, si vous remarquez. Ce n'est pas la même génération que les autres, hein, que ce soit M. Compaoré, Simon, M. Clément et autres et tout. Bon, de ce point de vue, c'est peut-être quelqu'un qui regarde l'avenir, qui regarde vers l'avenir et il a aussi les moyens. Il a aussi les moyens aussi d'agir parce que bon, il est la deuxième personnalité du point de vue constitutionnel. Et maintenant, je sais très bien qu'il est très ouvert d'esprit. Et avec une ouverture d'esprit, tout est possible. Et ce n'est pas lui qui ferait obstacle, en fait, à la mission de M. Diabré. Ça, je peux vous rassurer. Oulon? Bon, je suis étonné qu'on parle de Bala Sakandé pour réconciliation, parce qu'à ma connaissance, au MPP... Vous allez rajouter pour la réconciliation au ministère, au niveau de l'Assemblée nationale, il y a un réseau donc des parlementaires pour la réconciliation. Le réseau se crée librement. Bala Sakandé, on se souvient, lorsqu'il y avait cette affaire de Lenga au niveau de l'Assemblée nationale, il avait proposé une feuille de route si on reportait les élections législatives par rapport à la réconciliation. Donc c'est quand même quelqu'un qu'on sait un peu les... Non, je veux dire simplement que quand vous dites pro-réconciliation, vous dites qu'il y a des anti-réconciliations au MPP, alors qu'à ma connaissance, non. À partir du moment où le président lui-même a décidé de consacrer un ministère, ça veut dire que c'est devenu comme une feuille de route de l'action gouvernementale. Donc là-dessus, il ne va pas sortir en dehors de cet aspect. Et maintenant, oui, on peut être pour la réconciliation, mais à quelle fin? Est-ce qu'on fait la réconciliation parce qu'on estime que c'est de l'intérêt des Burkinabés ou du Burkina de se réconcilier pour aller de l'avant? Ou on fait dans des calculs pour avoir des alliés, ratisser large davantage, pour pouvoir se renforcer davantage la machine, pour pouvoir conquérir 2025, parce que les gens ne sont pas naïfs. Merci. On a vu qu'il a fait le tour des partis de l'opposition qui ont des députés à l'Assemblée nationale, la NAFA, l'ADF, il a fait le tour des sièges. Est-ce que l'objectif, c'est effectivement dans le souci de dire on travaille pour l'intérêt des Burkinabés ou du Burkina, ou on veut coopter, montrer qu'on est ouvert et faire en quelque sorte draguer entre guillemets des partis politiques dont on pense qu'on peut... Voilà. Merci. Je crois qu'il faut pas être naïf. On évolue toujours politique avec le CDP, un autre grand parti qui lui s'est montré en spectacle cette semaine. Et du moins, il y a eu crise parce que au sein du parti, la jeunesse avait voulu s'exprimer lors d'une conférence de presse qui apparemment avait été autorisée par la direction. Et puis au moment donc de l'exercice avec la presse, il y a eu problème parce qu'il y a eu deux déclarations liminaires, une validée par la direction du parti, une dont les jeunes avaient sous le manteau, qu'ils avaient voulu donc lire. Et du coup, il y a eu il y a eu beaucoup de bruit au siège, avec même l'intervention de la police. André Génie. Vous voulez que Lengani, c'est son parti à lui? Non, Lengani n'est pas du CDP. André Génie. Non, je le taquine. D'accord, allons-y. Je le taquine. Non. Qu'est-ce qui ne va pas au CDP? La semaine dernière, on en a parlé avec la sortie de Luc Adolphe Thiaw. Et juste après, on voit encore que les jeunes sont sortis. Et les jeunes ne portent pas de gants, en tout cas face à leur président, on va dire comme ça. Non, ce qui me taraude l'esprit, c'est ce spectacle permanent des politiques. Et ce n'est pas le bon spectacle.
dans un parti qui se veut organiser, des choses comme ça ne devraient pas arriver. Et si les politiques là font ça, on comprend pourquoi nous sommes dans cette affaire-là qui ne va pas du tout. Parce que le spectacle qu'ils organisent, c'est un spectacle organisé et entretenu. Je crois que s'il y avait des choses sur lesquelles ils ne sont pas d'accord, ça se discute dans le parti et peut-être dans la déclaration liminaire, on prend en compte les deux tendances ou les deux points de vue. Mais s'ils sont obligés de venir devant la presse pour faire ce spectacle-là, ça suppose qu'il y a des parrains derrière qui troublent le jeu. Et là, c'est dommage pour la politique. Et ça va faire en sorte que, encore une fois, les gens qui réfléchissent vont dire, mais attendez, c'est où on va mettre le pied? Surtout encore que, comme vous l'avez si bien dit, il y a des gens qui sont partis, de grosses peintures qui démissionnent. Donc, on va même poser la question sur l'implantation et la solidité de la racine de ce baobab, dit-on. Et je me demande que est-ce que ça va pas devenir un petit filao? D'accord. Alors, Lengani, si on regarde bien, les jeunes estiment que finalement leur déclaration qu'ils ont pu lire, qui est la leur, ils estiment que le parti fait peu ou ne fait pas du tout grand-chose pour le retour de Blaise Compaoré, que le parti travaille à faire oublier Blaise Compaoré, que le parti ne prend pas en compte les aspirations ou en tout cas les problèmes du moment des populations du Burkina Faso pour les exprimer face au pouvoir et qu'il y a comme une sorte de complicité du CDP avec la majorité au pouvoir. C'est ce qu'en tout cas les jeunes dénoncent et que voilà, ils estiment que le parti doit être repris pour les mettre entre les mains de personnes pour qui ils pensent pouvoir faire ces choses-là. Bon, d'abord, je voudrais dire à mon voisin Eugène, je ne suis pas du CDP, mais je suis très proche du CDP. Je suis très proche du CDP, j'ai beaucoup d'amis qui y sont. Et c'est vrai que sur certains aspects de la vie politique nationale, j'épouse entièrement leur position. Même si au jour d'aujourd'hui, avec la direction du MPP, je me trouve en déphasage total. Du CDP ou du MPP? Du CDP. Apparemment, vous avez des amis aussi au MPP. Oui, plein. Donc vous êtes dans les deux côtés. J'en ai même plus d'amis. J'ai même plus d'amis en réalité aujourd'hui au MPP qu'au CDP. Parce que le CDP, de mon point de vue aujourd'hui, est tout sauf un parti qui représente l'idéal pour lequel il a été fondé. Et même sur ce plateau, même j'ai dit plusieurs fois, qu'est-ce que Blaise Compaoré fait toujours au CDP? C'est ma grande question. Et comme les jeunes l'ont dit, c'est un constat naturel général. Le CDP n'a jamais rien fait pour le retour de Blaise Compaoré. Jamais, c'est pas trop excessif. Est-ce que jamais. Quand même le président Edi Komboyo a plusieurs fois, lors du dialogue politique, la question est revenue quand même. Sur la réconciliation, le retour des exilés. Je parle du CDP en tant que parti qui organise une manifestation, une action pour le retour des exilés, ou bien d'une action du CDP propre pour la réconciliation nationale. Je n'en ai pas vu. Et ce que les jeunes disent, c'est tout à fait vrai. Et la direction du parti doit quand même répondre à ces questions. Et si les jeunes aujourd'hui se trouvent obligés d'extérioriser ce que vraiment la plupart des militants ressentent aujourd'hui, parce que qu'on le veuille ou non, le CDP, c'est le parti, c'est Blaise Compaoré qui l'a créé. Qu'on le veuille ou non, si le CDP existe aujourd'hui, c'est à cause de Blaise Compaoré. Sinon, avec les problèmes que ce parti a eu, il devrait se disloquer. C'est tout à fait naturel. Mais il y a un ciment aujourd'hui qui est Blaise Compaoré. Peut-être si Blaise Compaoré était toujours au Burkina Faso, peut-être que le CDP allait disparaître. Parce qu'il n'y aurait pas eu un lien fort pour amener les militants à rester. Parce que les gens sont restés aujourd'hui. Pourquoi? Pour défendre un idéal. Des idéaux pour lesquels ils sont battus, ils ont donné leur vie, ils ont donné leur personne. Depuis des décennies. Alors, mais est-ce que aussi, quand on regarde les jeunes là, on sait qu'il y a le premier responsable de la jeunesse au plan national, Adama, qu'on appelle en griffe colonel, Lota, et tout ça, qui sont en fait les vrais lieutenants du président Edi Komboyo. Est-ce que ce n'est pas aussi peut-être une question de promesses non tenues quelque part? Mais je ne crois pas. Je ne crois pas que ces jeunes-là soient à ce niveau-là. Bon, si vous les prenez tous autant qu'ils sont, c'est des jeunes qui se suffisent à eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin de subsides de quelqu'un pour pouvoir exister. Mais je dis, selon les informations que j'ai reçues et qui sont sur la toile et que j'ai pu recouper avec d'autres informations, c'est qu'effectivement, la conférence de presse était acceptée par la direction du parti. Une déclaration liminaire a été faite et envoyée à la direction du parti pour amendement. C'est 1 heure avant la tenue de la conférence que on les appelle pour leur tendre la déclaration qu'il fallait lire. Bon. C'est-à-dire qu'ils n'avaient rien à voir avec leur déclaration à eux.
Bon, le président se dit, comment moi je fais en 1 heure pour rassembler la direction du mouvement pour avaliser aux choses, parce que jusqu'à peu du contraire, si on est dans un parti démocratique, il est vrai que chacune des sections n'agit pas. Mais il n'y a pas de discipline, mais... alors c'est la direction qui, quand même, les jeunes sont sous la conduite de la direction, non, du parti. Bon, je ne pense pas qu'en démocratie on fonctionne comme ça. C'est-à-dire, ce n'est pas du totalitarisme. C'est-à-dire la direction ne décide pas et puis tout le suit. Non. Les organes sont là pour avoir une vie qui permette au parti de vivre en démocratie. S'il faut que tout vienne de la direction, mais il n'y a qu'à attendre ça. Et c'est ça justement le problème. Et que moi j'en veux à la jeunesse du CDP qui se plaint aujourd'hui. Bon, vous dites un parti démocratique, mais les jeunes, rien n'interdit aux jeunes de demander et de faire des activités qui vont dans le sens de leurs aspirations personnelles. Merci, parce que le parti avalise ou n'avalise pas. Mais attendre jusqu'à Mathusalem pour sortir aujourd'hui, moi j'ai quelques problèmes avec eux aussi. Merci, Lengani. Et merci, quelle analyse par rapport à cette crise à l'intérieur du CDP, d'autant plus que c'est quand même une composante importante du parti, c'est-à-dire c'est sa jeunesse aujourd'hui qui est remontée contre la direction, pour ne pas dire contre le président. Et par moments, on a lu quelque part qu'ils réclament même la tête du président. Dans leur expression, ils estiment que le président Kaboré a échoué dans sa gouvernance, il doit en tirer toutes les conséquences. Est-ce qu'il voudrait plutôt une opposition plus farouche au pouvoir que cette opposition qu'ils estiment étant trop molle ou trop accommodante? D'abord, ça me fait sourire un peu quand le Coran parle de démocratie au niveau de nos partis. Et bon, moi, ce que je peux constater, sociologiquement, c'est que ce sont des partis la plupart issus de gauche, des groupuscules de gauche. Donc, ils n'ont pas la culture démocratique au vrai sens du terme. Ils pratiquent le centralisme démocratique. C'est-à-dire que c'est centralisé. On en vient de débattre un peu du cas du MPP où on impose. Vous avez un espèce de Dieu qui impose et puis bon, tout le monde suit. C'est un peu ça, grand frère. Oui. D'accord. Okay. Voilà. Le centralisme démocratique a pour base la démocratie. C'est-à-dire la démocratie, on discute et la direction décide. D'accord. Voilà, c'est comme ça. Mais justement, est-ce qu'il y a eu discussion ici? Il n'y a pas eu de discussion. Apparemment, il y a non, il n'y a pas eu de discussion. Donc, il y a 2 camps où il s'en est suivi maintenant des bagarres de groupe. Mais maintenant, c'est vrai, moi, ça me fait aussi sourire quand on parle de jeunes, parce que quand on voit les tenants, alors moi, je me dis, discutons des critères à partir de quel âge on est jeune, parce que bon, c'est carrément des pères de famille. Là n'est pas la question. Ici, c'est eux qui animent le secrétariat à la jeunesse. Donc, oui, le président en accord avec est aujourd'hui en désaccord avec la direction. Oui, mais en accord avec la direction du parti, parce que ce qu'ils disent engage le parti, si j'ai cru comprendre. Parce que même si vous organisez des activités en interne, mais c'est sous le couvert, la responsabilité de la direction du parti. Or là, il se trouve qu'ils avaient certainement un message qui n'allait pas dans le sens de ce que voulait la direction du parti. Alors, donc, conséquence, est-ce que ça voudrait dire que le CDP, dans une autre nouvelle crise, il ne faut pas vous y méprendre, parce que ça, ce n'est que la partie visible. Hein, que ces gens-là qu'on a mis en avant, ce n'est que la partie visible. La plus grande... mais la partie invisible qui est plus importante, là, ça doit peut-être être des cadres tapis quelque part. Et qui... non, c'est organisé. Il y a une stratégie derrière. Donc, ce qui est clair, visiblement, nous allons aller vers une crise, en fait, en interne du CDP. Oula, quelle analyse? Non, bon, moi, déjà, peut-être, j'ai une observation préalable. Je pense que, bon, c'est vraiment un sujet qui n'intéresse pas. Moi, je trouve qu'une histoire de jeunes du CDP, c'est pas ça la préoccupation déjà à Mango Dara, qui ont d'autres soucis, quoi. C'est que les jeunes, c'est un parti important. C'est un parti important. C'est le parti du chef de file de l'opposition. Je suis tout à fait d'accord. Qui connaît une crise en interne parce que c'est sa direction de la jeunesse, ou le secrétariat de la jeunesse qui monte en désaccord avec la direction. C'est quand même important pour un parti. Deuxième parti. Oui, c'est vrai, mais dans le compte de l'agitation politicienne, je ne sais pas en quoi ça c'est une préoccupation pour les Burkinabés. Moi, c'est mon avis. Ça, c'est le préalable vraiment. Je pense que c'est un problème qui n'en est pas un pour les Burkinabés, parce que ça, c'est des trucs un peu à l'interne au niveau du CDP. Et puis, je dirais, bon, maintenant sur le sujet, moi, c'est des observations de forme. Je suis quand même étonné que Lengani, qui discute de la discipline et puis tout le reste, veuille cautionner un peu ces éléments perturbateurs et qu'on évoque un peu ces aspects-là. Parce que sur la forme, moi, je crois que s'il y a un secrétariat
chargé de la jeunesse qui a décidé d'organiser. Je ne sais pas pourquoi des individus vont... Parce qu'ils disent qu'ils sont militants, ils ne sont pas d'accord. C'est de l'indiscipline, ça ne se fait pas. Si vous n'êtes pas d'accord, ça se discute à l'interne. Et après, les problèmes dans un parti organisé, ça se discute à l'interne. Si vous n'êtes pas d'accord, je crois que vous pouvez faire ce que vous pouvez. Mais vous ne venez pas étaler l'image du parti sur la scène publique de cette façon. Parce qu'après tout, cette image-là, on ne dira pas que c'est la jeunesse, voilà que nous en discutons, ça réjaillit sur l'image du CDP. Est-ce que ça grandit les acteurs du CDP? C'est des faux problèmes. L'autre élément que je vais ajouter par rapport au fond maintenant, ils disent oui qu'on ne défend pas suffisamment pour le retour des exilés, ceci, cela. Bon, je crois qu'au CDP, il y a eu tellement de bagarres. Lengane a dit que le parti va se disloquer. Je crois qu'il y a déjà eu des déchirures. Les gens n'étaient pas d'accord du reste quand Edi a pris la présidence du parti. Ils ont créé leur mouvement Agir Ensemble, ils sont allés aux élections. Ça a donné ce qu'ils ont donné. On ne les entend pas. Là-bas aussi, c'est vrai qu'il y a des guéguerres. Il y a d'autres qui n'étaient pas d'accord. On a vu les Kwanda qui sont sortis, qui ont créé leur parti. Et les gens continuent de partir. Donc, si vous n'êtes pas d'accord et vous estimez que la direction ne fait pas votre affaire, je pense qu'aussi, il faut tirer les conséquences. Il faut aussi avoir une façon un peu plus intelligente de gérer les problèmes. Laurent Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire. Il dit de laisser le FPI, c'est une coquille. Il va créer son parti. On ne va pas passer le temps à faire la bagarre sur des faux sujets qui n'intéressent même pas les gens. Est-ce qu'aujourd'hui, l'autre aspect que je vais relever, je crois que pour des jeunes, quand même, ça pose un problème. Dans ce Burkina, de plein de défis, dans un contexte sécuritaire quand même assez critique, dans un contexte où on a un pays qui est quand même un peu en lambeau sur le tissu social. On ne va pas dire que ceux qui représentent l'avenir de ce pays-là vont se battre pour des questions. Je ne sais pas si la question du retour des exilés ou de Blaise Compaoré est un programme politique pour les Burkinabés ou pour ces jeunes du CDP. D'accord. Donc ça, ce sont des éléments, à mon avis... Bon, merci, Oulon. Je crois que ce sont des éléments, à mon avis, quand même, qui doivent permettre... Je crois qu'il faut faire l'économie. Si les gens ne sont pas d'accord, soit ils vont créer leur parti, soit ils décident de s'aligner, ou tout simplement ils se mettent en retrait dessus de la classe politique. Autrement, on a des sujets beaucoup plus sérieux que cette agitation qui n'apporte rien du tout et au contraire nous désole tout simplement et qui déçoivent les Burkinabés des acteurs politiques tout simplement, qu'ils soient jeunes ou vieux ou je ne sais pas, de femmes. Très rapidement, en une seconde. Très rapidement, que je ne suis pas du tout déçu du jeu politique qui se mène au CDP. Je suis burkinabé. Pour moi, c'est l'expression de la démocratie. On a vu des parlements en Afrique, en Europe, où les gens sont boxés. Le temple de la démocratie. On a vu un pays, pour ne pas dire le mien, où on a brûlé l'Assemblée nationale, le temple de la démocratie. Ça n'a ému aucune personne. Qu'aujourd'hui, on ne vient pas donner des leçons de démocratie au CDP. Moi, je pense qu'il faut quand même être raisonnable. D'accord. En étant raisonnable, je dis, effectivement, un parti politique, c'est les débats. Si on n'est pas d'accord, on se met soit de côté, on attend son heure, soit on manifeste, soit on sort. Et je pense que toutes ces formes-là doivent être permises aux gens. Et au CDP, malheureusement, contrairement à ce que pense lui ou l'on, moi je pense que la question... Ah pardon, vraiment, j'ai vraiment... Comme c'était un confrère, c'était bon, plus ou moins... C'est un confrère. D'accord. En fait, il est un peu plus jeune. On va retenir le nom, Serge. Serge, contrairement à ce que dit Serge, moi je pense que les questions de réconciliation nationale préoccupent même les paysans de Mangodara. D'accord, merci. Et sur la question, un des problèmes que certains Burkinabés posent, c'est le retour de Blaise Compaoré. On ne peut pas nier à ces Burkinabés-là. Merci les gars, on n'est pas à ce débat aujourd'hui. On parle de la question, de la crise au sein du CDP. Merci à vous. On va terminer avec notre dernier sujet. Sur la reprise de policiers de l'APN, on l'a suivi. Ils avaient été donc radiés, licenciés suite à une mésentente avec la direction, parce que le syndicat, donc l'APN, c'est l'Alliance Police Nationale, qui est un second syndicat après l'UNAPOL. Et donc, dans le cadre de la mise en place de leur organe, après donc, leur congrès, il y a eu des problèmes avec la hiérarchie. Et puis, il s'en est suivi donc, ces licenciements pour questions diverses. Alors, finalement, avec plusieurs... ils ont été en justice, ils ont eu raison plusieurs fois sur leur cas de licenciement, mais après la décision de justice, ça a tardé plus d'une année, mais finalement, ça a été fait récemment. Qu'est-ce que vous en dites, André Eugène? C'est seulement qu'à Ashkroun, ce dossier est passé. Oui, mais je vais dire simplement, en démocratie,
les pouvoirs sont séparés. Et chacun est tenu de respecter le pouvoir de l'autre. La justice est un pouvoir qui a ordonné la reprise des policiers. Que ça plaise à l'exécutif, que ça plaise au législatif, ils doivent respecter une décision de justice. C'est pas plus compliqué que ça. Les gens se sont battus et c'est ça qui fait l'état de droit. L'état de droit, c'est que tout le monde est soumis à la justice. Que tu sois président de la République, que tu sois paysan de Mangodara, puisqu'on en parle aujourd'hui, tu es soumis à la justice. Si la justice dit que tu as tort, même si tu n'es pas content, tu appliques la décision de justice. Si la justice dit que tu as raison, même si on ne t'aime pas, on te permet d'avoir la justice. Ici, la justice, vous pouvez aller discuter de tout ce que vous voulez, vous pouvez même dire que ce n'est pas... Mais en attendant, vous appliquez la décision de justice. Et la justice a dit, les policiers que vous avez radiés, vous les licenciés. C'est un peu différent. On va parler... Oui. Donc, vous avez licenciés. C'est un abus de pouvoir. Vous les reprenez. Ceux qui sont dans le tribunal du travail, ceux qui ont des emplois. Quand vous partez en justice, et la justice vous dit que vous n'avez pas raison et que vous devez reprendre un employé, il y a deux choses. Soit vous contestez, ou bien vous le licenciez et vous payez tous les droits, etc., etc., ou bien vous le reprenez. Mais si la justice vous demande de reprendre, vous les reprenez. Quitte à refaire autre chose pour que... Alors, mais qu'est-ce qui... Ici, c'est justement, on en parle parce qu'ils ont été repris au détour d'une communication du ministre actuel. C'est tellement pas sa volonté, mais ils avaient eu raison. Mais malgré tout, la hiérarchie n'a pas voulu... c'est pourquoi je dis encore une fois en démocratie, il n'y a pas quelqu'un qui est au-dessus de la loi, fût-il... directeur général de la police nationale, fut-il président, chef d'état-major général des armées, fut-il général avec 8 étoiles, 20 étoiles. Le petit juge, comme on les appelle là, s'il décide que c'est la justice là, tout le monde se soumet à la justice et quelqu'un ne peut pas se mettre au-dessus de la justice pour dire que la décision de justice ne me plaît pas, je ne l'applique pas. D'accord. Alors, Oulon, sur cette question, ils ont été repris, mais on sait aussi qu'il y a un autre dossier à côté. Il y a les policiers radiés de 2011. dont dans le lot aussi, il y en a qui ont fait qui ont fait des poursuites judiciaires, qui ont eu raison et tout. En tout cas, c'est un autre dossier aussi qui est là. Je crois que le H-Crew même leur avait donné raison sur plusieurs plans de ce qu'ils ont été faits. Il y a eu des radiations abusives et tout. Alors, c'est un autre dossier aussi qui est là. Bon, je ne sais pas si les 21 policiers ne font pas partie. ont repris service par rapport à ce que vous avez dit, parce que le dernier mouvement de la police est un peu lié à ça. Parce qu'on dénonce le fait justement que c'est parce que le ministre a appris qu'il y a ce mouvement d'humeur que rapidement il y a eu cette rencontre pour dire oui, les gens vont reprendre service. C'est un repris en tout cas. Alors que le secrétaire général doit être à Bassalou, je crois. Il fallait signer. Oui, puisqu'on a demandé aux gens de rejoindre en fait leur poste d'affectation et à partir de là, voilà, la question va se régler. Bon, c'est pour dire encore que c'est dommage que pour des sujets qu'on peut régler juste avec des fractions de seconde en signant un document, qu'on puisse arriver dans ces débats-là où après c'est des mouvements d'humeur, ça paralyse le fonctionnement des services. Dans ce Burkina où on a plein de défis. Je crois que c'est des choses qu'on n'a pas besoin de trop tergiverser. Ça a été rappelé ici un peu le rôle de tout un chacun. Et quand il y a une décision de justice, même quand on n'est pas d'accord, on l'exécute, quitte à ce qu'on envisage d'autres voies pour se faire entendre raison ou espérer avoir raison. Dès lors que ça a été rendu, il faut l'appliquer et vraiment passer à d'autres urgences que ces questions qui... Vraiment, on n'a pas besoin de prendre le temps pour les résoudre. Maintenant, pour la question des policiers de 2011, et même au-delà... Policiers, gendarmes militaires. Voilà, je crois que sur cette question, aujourd'hui, c'est quand même... souvent, on se dit... est-ce que c'est l'analyse qui manque ou je ne sais pas, est-ce qu'on manque d'une certaine conception aussi des choses? Parce que quand on se rend compte que face au contexte sécuritaire, on a dû faire appel à des civils, à des volontaires pour la défense de la patrie, qu'on a juste fait des trucs de 2 semaines. Et vous avez des gens qui ont été radiés, qui ont déjà été formés par l'argent du contribuable, qui savent manier un peu les armes, qui ont déjà l'expérience, même s'il y a eu un temps mort, qui demandent à être repris pour aller au front. Je ne sais pas pourquoi on réfléchit beaucoup sur cette question. À partir du moment où, déjà, on sait que la question, aujourd'hui, c'est de démontrer que ce n'est pas une question d'argent, forcément, ceux qui se battent au front.
Parce que si les gens ont envie de se battre pour leur pays et que des gens disent, moi je suis prêt à reprendre les armes, à aider, bon, je ne sais pas pourquoi on traîne sur cette question. Je prends l'exemple, lors de la double attaque de l'état-major général des armées et de l'ambassade de France le 2 mars 2018, il y avait parmi les éléments qui ont aidé un militaire radié qui a aidé les militaires, ses anciens collègues entre guillemets. Qu'il était allé voir. Qui était allé voir fortuitement. C'est vrai qu'il a été arrêté par la suite, auditionné pendant un bon bout de temps. Il a passé des nuits en garde à vue au niveau de la gendarmerie et relâché tout bonnement. Rien, il n'y a aucune reconnaissance, il n'y a rien. Alors qu'il n'avait aucune obligation de faire ce boulot-là. Et quand je fais le lien, c'est vrai que ça s'est passé loin de chez nous. C'est ça. Vous prenez en France l'histoire de Mamadou Gassama, un clandestin sans papier, qui sauve un enfant, qui a été rapidement régularisé, naturalisé. On lui a trouvé du boulot, reçu par le président de la République. Bon, j'ai dit ici, les gens demandent volontairement de défendre leur pays parce qu'ils ont déjà un background, qui ont été déjà formés. Je ne sais pas pourquoi on traîne autant de temps pour permettre aux gens... Tout simplement, parce qu'aujourd'hui, c'est quoi? On a toujours dit, la puissance d'une armée, ce n'est pas le nombre d'éléments que vous alignez. Si vous alignez 100 personnes et que parmi les 100, il y a 80 qui n'ont pas le cœur de se battre. Merci. Donc, il vaut mieux faire appel à ceux qui ont envie de se battre. Et je pense que parmi ceux qui demandent à être repris, s'il y a certains qui veulent, et aujourd'hui, je reste persuadé, il y a certains qui ont de réintégrer l'armée, ils ne sont même pas intéressés. Merci, Oula. Évariste? La confusion que mon jeune frère est en train de faire par rapport au radié de 2011 et le cas présent de 21. Parce qu'en 2011, le contexte était un contexte de mutinerie. Or, vous savez que tout ce qui a trait au métier des armes, il y a quand même une discipline, il y a quand même des hiérarchies, il y a des normes qu'il faut respecter. Des gens qui bravent la normalité, la réglementation, pour se mutiner, vous remettez ces gens dans la selle, vous ne savez pas qu'est-ce qui peut vous créer. Le dossier au niveau du Ashkroun, il a été noté. Le cas de Gassama en France aussi, ça c'est un héros quasiment. Ça n'a rien à voir avec le cas de... Évariste, d'accord. Donc je ne comprends pas bien les liens. Évariste. Oui, mais Évariste, le don de soi. J'ai pris l'exemple avec le cas de celui qui a aidé le 2 mars. Il y a une infraction. J'ai pris son exemple. Sauf que l'autre était quand même en infraction. Au niveau des dossiers des policiers militaires radiés, il est reconnu par le Ashkroun qui a traité ce dossier-là, qu'il y a eu beaucoup d'abus. Est-ce que quelqu'un peut avoir tort et puis on va lui payer des indemnités? Vous savez, ici il y a eu des abus. Il y a quand même la justice existe malgré les reproches qu'on fait à notre État. Est-ce qu'ils ont saisi la justice pour que la justice leur donne une décision qui confirme qu'il y a eu un abus? Pour le cas des 21, et vous savez qu'ils ont saisi la justice. Ils ont suivi normalement les procédures. Le 12 février 2020, le tribunal administratif leur a donné raison. Depuis le 12 février. Donc c'est pas du tout André Jeune, et puis Lengani termine. Une seconde. Je voulais insister sur quelque chose pour dire ce qui fonde un état de droit, c'est le respect de la justice et la soumission à la justice. Ici, malheureusement, nous avons des gens qui décident par rapport à leurs humeurs. Et ça rejoint malheureusement une conception féodale du pouvoir des Mossé qui dit si tu es chef et que tu ne peux pas nuire à quelqu'un, c'est que tu n'es pas chef. Or, un ministre n'est pas fait pour nuire aux gens. Donc, un ministre est là pour décider, pour appliquer les décisions de justice si ça le concerne. Or, malheureusement, les gens n'appliquent la justice que quand ils sont contraints. Ce n'est pas parce qu'ils aiment la justice ou bien parce qu'ils décident la justice. Et vous regardez la plupart des ministres aujourd'hui, ils décident selon leurs humeurs. D'accord. Ce n'est pas selon la justice. Lengani sur le sujet, on va terminer. Une seconde et puis Lengani termine. Non, en fait, c'est pour dire, je suis d'accord avec lui, mais en pareille circonstance, normalement, on devrait pouvoir situer les responsabilités parce que ces gens ont subi des préjudices et des dommages. Oui. Maintenant, dans notre système, voilà, s'ils vont poursuivre l'État, c'est nous autres, les contribuables, qui allons payer. Alors que normalement, on devait identifier le ministre pour qu'il paye de sa poche. D'accord. Ça, on va diminuer. Alors, oui, Lengani. Moi, en fait, très rapidement. Oui, très rapidement. Mais il y a là deux sujets, 21 radiés qui ont fait pratiquement 2 ans ou plus. Ça. Comme ça, licenciés. Et puis on revient, on les reprend un jour. Et puis il y a au moins 8 ans ou 9 ans, il y a d'autres aussi qui sont là, dont parmi d'autres, beaucoup ont été brimés. Leur dossier au Ashkroun, dans le processus de réconciliation, c'était qu'ils puissent aussi avoir droit à leur cause. Moi, j'ajoute à ce panier-là celui de ceux que le procès de putsch manqué, où on sait qu'il y a eu quand même des abus qui ont été faits sur des citoyens qui, on peut le dire, étaient en situation difficile, délicate vis-à-vis de la République. Moi, je dis de manière globale, ce qu'il faut constater, c'est qu'au Burkina Faso d'aujourd'hui, le véritable problème, c'est la justice.
Pourquoi? Soit on oblige la justice à être dans le faux, c'est-à-dire on oblige la justice à dire la vérité que l'on veut, soit on refuse d'appliquer la justice que la justice décide. En fait, c'est ça. Et c'est ça qui fait tout notre problème. La justice prend des décisions qui ne conviennent pas à certaines têtes au niveau de l'exécutif. Je ne dis pas qu'ils ne conviennent pas au Burkina Faso, mais qu'ils conviennent parfaitement au Burkina Faso, mais parce que des gens sont dans le rougeoir des décisions et que ça ne les plaît pas, ils décident de ne pas appliquer. Et ça passe comme lettre la poste. Des gens sont brimés dans leurs droits depuis des années. C'est le cas de ces 21. Ou alors, c'est la justice, on l'oblige à dire le droit dans un sens qui n'est pas conforme à la réalité. On a de nombreux cas qu'on peut citer dans ce sens-là. Donc, c'est dire qu'au jour d'aujourd'hui, de mon point de vue, il faut que les Burkinabés acceptent, se remettent en cause eux-mêmes. Pas seulement d'indexer la justice, mais eux-mêmes par rapport à leur comportement vis-à-vis de cette justice. Merci à vous. On va continuer pour terminer avec le Mali. Il y a des voix qui déjà appellent à la prolongation de la transition au Mali, qui est une transition normalement qui en février devait s'achever avec des élections. Mais là déjà avec en tout cas des personnalités comme le cheikh de Nioro, comme on dit, c'est comme ça, une personnalité importante quand même, qui fait partie aussi de ceux qui estiment qu'il faut donner plus de temps au Mali à la transition pour opérer des réformes politiques institutionnelles. Évariste Konsebo, les jeunes militaires ne sont pas prêts de vouloir partir. Ces sorties-là font un peu écho pour venir en fait contredire un peu les dictats, je veux dire, de la CEDEAO, qui a vraiment son programme. Dès qu'un pays a un coup d'État, on connaît très bien le déroulé, quoi. Ils font des missions avec à la tête les syndicats, les leaders puissants, pour venir faire des injonctions et tout. Bon, malheureusement, c'est vrai que le Mali, c'était un peu compliqué, parce que comme Mali, membre de l'UEMOA, et puis bon, il y avait la CEDEAO, il y avait la BCEAO, avec l'argent, on pouvait les contraindre. Donc, ils ont levé. Mais maintenant, je pense qu'ils ont donné 18 mois. Bon, or, si vous regardez le calendrier de la junte, normalement, le 31 octobre, il devait avoir déjà un référendum. Nous sommes déjà en septembre, donc il est clair et sûr et net que ce délai-là ne pourra pas être respecté. Maintenant, c'est vrai que cette junte-là a quand même une certaine légitimité, adoubée par l'ensemble de la classe politique, et même la société civile et même religieuse. Donc, ça va être un peu compliqué, ça coince quelque part. Donc, mais moi je trouve qu'au-delà de tous ces débats, il faut pas avoir des mesures standards qu'on vient appliquer au pays. Il faut laisser chaque pays en fonction de ses réalités, ses problèmes, s'organiser. Et parce que bon, se presser pour faire des élections, pour se retrouver un an après encore dans une crise, quelle est l'utilité? Moi je regarde simplement pour l'histoire. Qu'est-ce qu'on reproche à la junte aujourd'hui? Quels sont les actes qu'ils ont posés? Et on leur reproche que ces actes-là ne sont pas conformes. Non, ils sont pas. C'est un pouvoir exceptionnel. Ils ont fait un coup d'État. Ils doivent rendre le pouvoir à un régime élu démocratiquement. Je voulais en venir. Moi, pour la démocratie formelle, là, moi j'ai des problèmes. Moi, je prends le cas du Burkina. Regardez la gestion de notre pays depuis 1960. Quels sont les régimes qui ont eu des problèmes avec les gens? La première république, là, c'était un militaire. Et c'est quand on est passé à la démocratie avec M. Blaise Compaoré qu'on a eu des problèmes. Regardez la gestion de nos militaires. Regardez le général Sangoulé Lemizana. Regardez Ksei Zerbo. Regardez Jean-Baptiste Ouedraogo. Regardez Thomas Sankara. Ceux qui ont fait moins de dégâts pour le Burkina Faso, ce sont les militaires. Moi, je me dis, la question que je pose, c'est quand les gens posent des faits. Moi, je regarde les faits. Qu'est-ce que vous reprochez aux militaires aujourd'hui? Moi, je dis, c'est parce que ce sont des militaires. Mais André Génoudo, les civils ont pu construire ce pays quand même. Le taux d'éducation, le taux de choses, c'est pas que les civils. Les performances du pays, c'est pas que les civils. Je dis, ceux qui ont fait plus de dégâts au Burkina, ce sont les civils. Ce sont les Burkinabés. Les militaires là, c'est parce qu'ils ont des armes. Je suis convaincu que aujourd'hui, ce qui se passe dans l'éducation nationale, si les instituteurs et si les professeurs avaient des armes, ils auraient fait un coup d'État. Ce qui se passe dans le trafic du pétrole, dans le trafic du carburant, s'il y avait des civils qui avaient des armes, ils auraient fait un coup d'État parce qu'ils ne sont pas d'accord avec ce qui se passe. Je veux dire, moi... C'est un militaire qui a dégagé 3000 instituteurs. Non, je suis d'accord. Je veux dire, aujourd'hui... On fait grief parce qu'ils sont des militaires.
Mais on ne fait pas grief. Moi, je préfère un militaire qui vient au pouvoir qu'un civil qui tout la Constitution. Mais André Géniboudou, ils ont dit qu'ils vont faire 18 mois, faire des réformes. Non, ça se passe comme c'est classique. Maintenant, on les appelle à prolonger. Est-ce que c'est pas ça, c'est pas un problème? Non, ce que j'ai dit n'est pas dans le canon de la pensée et de la pensée dominante. Ce que j'ai dit, ce n'est pas accepté par la pensée dominante et la pensée totalitaire. Je veux dire, moi je regarde comment les gens fonctionnent. Moi je dis par exemple un militaire en Guinée qui est venu et qui a trouvé que des gens avaient dans leur câble et beaucoup de millions. Ce sont des civils. Vous êtes d'accord avec cette sorte de démocratie? Ce que je veux, moi je regarde les gens qui posent des actes. Moi je dis si un militaire arrive au pouvoir et qu'il peut nettoyer les écuries d'Ogias, allons-y. Mais je sais que cette façon de penser n'est pas conforme à la pensée dominante. Pour André Géniboudou, il faut laisser les militaires autant que possible faire le temps nécessaire de réformer le Mali comme le Mali. Même s'ils n'ont qu'à garder le pouvoir tout le temps. Ouais, Lengani Saka. Ouais, bon, moi je partage en grande partie ce que vient de dire Eugène André Elboudou. Parce que nous sommes des États en construction et le véritable problème, de mon point de vue, de la construction de ces États-là, c'est sa classe dirigeante. Ce sont les intellectuels qui sont au devant, qui sont porteurs, entre griffes, des espoirs de ce peuple, de nos peuples. Or, qui, malheureusement, les travertissent et les trahissent pour leurs propres intérêts. C'est-à-dire, ils finissent par confondre les intérêts de la population et leurs intérêts de classe et leurs intérêts d'individus. Et à ce niveau, quand ça devient comme ça, bon, il faut permettre naturellement la force la mieux organisée dans la société qu'elle fasse irruption de temps en temps pour rappeler aux uns aux autres leurs devoirs vis-à-vis de leurs engagements vis-à-vis de la nation. Bon, ça, c'est un principe pour lequel moi je suis totalement d'accord. Ce n'est pas contre la démocratie, c'est bien au contraire dans certaines situations matérielles pour tenter de ramener la démocratie, pas en tant que telle, mais les hommes politiques dans les rails, dans les clous. Et quand c'est comme ça, ben, il faut laisser faire. Maintenant au Mali, les gens, on les a obligés. Au début, ils avaient demandé 3 mois, 3 ans. On leur a dit non, il n'est même pas question, 1 an. Finalement, on est tombé d'accord sur 1 an et demi. On se rend compte au jour d'aujourd'hui qu'il va être difficile de tenir sur ces 1 an et demi. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut décider maintenant, il ne faut pas attendre d'arriver au pied de la montagne. Mais récemment, lors du sommet de la CEDEAO, les présidents, les chefs d'État ont estimé que le Mali ne doit pas dépasser cette... Parce qu'eux-mêmes, en fait, ces individus-là, ils sont très mal placés pour faire la leçon au Mali. Puisque eux-mêmes, chacun pris individuellement. On peut en parler. On verra que il y a quand même des principes. Un coup d'État est fait, ils ont 18 mois pour rendre le pouvoir à un pouvoir civil. Je ne dis pas non. Pourquoi ils ne peuvent pas le faire? Mais M. Saodogo, si on devait raisonner comme ça, mais on devait prendre tous nos présidents civils, lequel a atteint les objectifs pour lesquels il a été élu? Quel président a atteint les objectifs pour lesquels il a été élu? Et il n'a pas trahi donc les intentions premières qu'il avait vis-à-vis des populations. Non, on ne peut pas faire de 2 poids 2 mesures. Si on juge les militaires parce qu'ils n'ont pas atteint les objectifs, il faut de la même manière juger les civils parce qu'ils n'ont pas atteint les objectifs. La question ici, c'est que on vient de terminer un quinquennat avec un pays en si l'arbitre lui-même veut maintenant jouer le jeu, c'est ça le problème. Les militaires sont venus, ils ont dit qu'il y a un problème, ils ont interrompu le processus, il faut le remettre en place, mais maintenant ils sont devenus eux-mêmes joueurs qui veulent jouer des prolongations. Oui, mais c'est là la question. Non, ils ont pris la balle, ils ne veulent pas donner à quelqu'un, mais il y a quelqu'un qui leur dit il faut donner la balle, il faut donner la balle. Je sais qu'au Mali... Or, ceux qui disent de donner la balle ne sont pas meilleurs qu'eux. Oui, au Mali, il faut reconnaître, la situation est très délicate. Parce qu'il y a une sorte de volonté de changement en profondeur des relations, par exemple, du Mali avec l'ancien colonisateur. D'accord. Et ça, c'est un véritable problème. Est-ce qu'un pouvoir en transition, est-ce qu'un pouvoir de transition peut prendre de telles mesures? Et si c'est le cas, comment ce pouvoir l'a fait pour que ça soit pérennisé? D'accord. C'est ça. Oulon? Non, cette situation, je pense que ça dénote de l'absence de plateforme minimale, en fait, d'agenda minimal d'action. C'est-à-dire que vous avez rappelé, quand les militaires ont décidé de faire irruption sur la scène politique
Pourquoi ont-ils décidé de le faire? C'est la question sécuritaire, tout simplement. C'est parce qu'ils estimaient que Ibeka ne faisait pas suffisamment et qu'ils n'avaient pas les moyens pour le qu'il y avait de couvrir. la corruption. Oui, ça Ils ont posé le problème de corruption. Ça, c'est entre autres. Oui. Voilà. Donc, c'est dit qu'en toile de fond, il y avait, comme Lengani a terminé par là, moi je dirais c'est au-delà de la France parce qu'il n'y a pas de fixation sur la France. Mais au-delà, c'était de refonder une société malienne, tout simplement. Maintenant, ils ont pris le pouvoir. Est-ce que ça a été décliné? Est-ce que c'est ce qui était prévu? Ou bien l'objectif, c'était d'organiser les élections? Parce que là, en fait, je crois que c'est la réalité, en fait, qui est revenue en face de... Parce qu'aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce que la junte ou bien qu'est-ce que les militaires ont apporté jusque-là en termes de réforme ou bien de retoucher, en fait, la société malienne? C'est la question de sécurité. Aujourd'hui, ça n'a pas changé. Le Nord Mali, c'est toujours... Il n'y a pas l'État, il n'y a pas l'administration malienne. Kidal, c'est toujours imprégnable. Personne ne peut aller là-bas. Ils ont commandé Wagner qui va venir avec des... Oui, ça, ce sont des discussions. Ça veut dire que sur le plan sécuritaire, ils sont en train de voir maintenant qu'est-ce qu'ils feront pour... Parce que quand on dit d'organiser les élections, vous faites comment pour organiser les élections sur l'ensemble du territoire à partir du moment où vous dites que le Mali est un et indivisible? Ou bien vous allez organiser les élections comme ce que Ibeka a fait, arriver à Kidal, escorté par les rebelles, dans un état sérieux. Un président sortant, il va dans une zone qui est revendiquée par des rebelles où il accepte d'aller. Et du reste, les Maliens disent maintenant que pour aller à Kidal, il faut payer de l'argent au MNLA pour pouvoir y aller. Aujourd'hui, est-ce que ce sont ces élections qu'on veut organiser et dire les casques bleus vont sécuriser les zones où l'État malien est absent et permettre aux gens d'organiser? Parce que donc il n'y aura pas d'élection au Mali Non, pas qu'il n'y aura pas d'élection. Je veux dire, vous avez évoqué la CEDEAO. C'est là aussi tout l'empressement. Parce que quand les gens arrivent, et on est sur les principes, heureusement, ou du moins les chefs d'État ont commencé à comprendre qu'il faut traiter le mal à la racine. Les questions de gouvernance, de troisième mandat, il faut les régler et les traiter aussi comme telles, comme des coups d'État. Parce que pendant longtemps, on ne veut pas reconnaître cela. Et je crois qu'au dernier sommet extraordinaire à Accra, je crois qu'au niveau de la charte, ils ont décidé de revoir un peu cette charte-là pour tenir compte justement de ces changements anticonstitutionnels qui aboutissent à des problèmes. Maintenant, l'autre question, c'est la gouvernance. Et là-dessus, je crois qu'aujourd'hui, c'est évident que du jour au lendemain, on a beau faire 5 ans, 3 ans, on ne peut pas régler ça du boulot. Chacun apporte sa pierre pour pouvoir faire évoluer les choses. Et croire qu'on peut régler avant de partir, c'est vraiment une insulte. Donc les militaires, après 18 mois, ils doivent pouvoir partir, organiser les élections et puis partir. Si en l'état, parce que c'est février 2022, c'est dans une histoire de 5 mois, je crois, est-ce qu'ils peuvent le faire raisonnablement, organiser, rien que pour le scrutin? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, en matière d'organisation, ils sont au point zéro. Rien n'a encore été fait. Merci, c'est là toute la question. Évariste, et puis André Genvaté. Non, mais je note d'abord qu'ils ont fait une vaste campagne d'audit des services publics qui donne quand même des résultats. Mais il faut se souvenir quand même que l'irruption sur la scène politique des militaires est justifiée par l'échec des civils. C'est les civils qui, du fait de leur malgouvernance, créent les conditions d'arrivée des militaires qui viennent maintenant à Zoro, en sauveur, et puis c'est ça. Donc, bon, non, c'est la réalité que vous le voulez ou non. Maintenant, moi je trouve civil militaire, parce que de l'autre côté, il y a de bons, il y a de mauvais. Il n'y a pas d'un côté des militaires qui sont bons et des civils qui sont mauvais. Dans chaque catégorie, vous avez des gens bons. Il reste que les civils, les militaires. Donc, il faut pas... Les militaires sont dans les casernes et les civils sont politiques. C'est la différence. Moi, ça me fait sourire. Quand, par exemple, la communauté internationale dit que c'est le retour à l'ordre constitutionnel normal qui va permettre de régler tous ces problèmes, mais je dis, mais attends, c'est des histoires. Normalement, est-ce qu'on n'a jamais eu un ordre constitutionnel? Si l'ordre constitutionnel existait, mais en cas de problème, c'est la Constitution qui allait régler les problèmes. C'est vraiment une hypocrisie, quoi, dans laquelle il faut sortir. Ce qui est désolant, quand le syndicat des chefs d'État arrive sous le parapluie de la CEDEAO, ils ne demandent pas aux gens... André Jean, les chefs d'État n'ont pas de syndicats. Ils ont la conférence des chefs d'État de la CEDEAO. Ils n'ont pas de syndicats. Comment ils peuvent avoir, excusez-moi le terme, mais c'est pas un syndicat, d'aller demander qu'on organise un exil doré pour M. Alpha qui a été auteur de beaucoup de morts. C'est un plaidoyer qui ne fait pas des membres d'un syndicat ou des gens syndiqués. Bon, d'accord. Si vous voulez, je peux enlever... La conférence des chefs d'État de la CEDEAO. Je peux laisser tomber le mot pour vous faire plaisir. Non, pas ça n'enlèvera rien à ce que je pense. Moi, j'aurais aimé, par exemple, que les présidents des républiques, quand il y a un coup d'État, et qu'ils ont accepté que c'est consommé, qu'ils posent la question, mon ami, qu'est-ce que tu veux faire maintenant avec ton pouvoir?
Et dis-nous qu'est-ce que tu vas faire dans l'espace de 1 à 2 ans, 3 ans, pour que nous puissions opiner sur ce que tu veux faire pour ton peuple. Or, ici, ils arrivent, ils ne posent pas de questions, ils disent non, tu as pris le pouvoir, on n'est pas d'accord, on retourne à la norme normale. Pendant que c'est eux-mêmes qui ont volé la norme normale, ils ne vont pas venir faire la morale aux gens, sauf qu'ils sont des présidents de la République et qu'ils peuvent venir faire la morale. Mais il y a un moment donné où on n'accepte plus la morale. Ça veut dire que je préfère qu'on juge les gens sur leurs intentions, sur ce qu'ils veulent faire. Mais qu'on ne vienne pas nous dire simplement, tu as fait un coup d'État, tu retournes. Parce que c'est vous qui avez favorisé le coup d'État. Ce qui est arrivé en Guinée, c'est M. Condé qui l'a favorisé. S'il avait accepté de partir au bout de ces 2 mandats-là, on n'aurait pas eu de coup d'État. On ne peut pas regarder là où on est tombé sans se préoccuper de là où on a trébuché. Or, les syndicats des chefs d'État arrivent et les gars, là où on est tombé, ils disent qu'il faut se relever. Ok, on va prendre notre premier téléspectateur. Monsieur Bagayan, c'est un jugement personnel. Monsieur Bagayan Issaka, appel de Ouagadougou, qui veut lui intervenir sur la reprise des policiers de l'APN. Allez-y, monsieur Bagayan. Bonjour les téléspectateurs. Bonjour. En fait, si j'interviens, c'est qu'il y a un problème de justice qui est posé dans cette histoire-là, avec les GSP et maintenant les policiers. Vous ne constatez pas un déni des rendus de justice? Il y a un rendu de justice. D'autres prennent le rendu de justice et mettent dans leur établissement pendant un long temps. Pendant ce temps, que peut-être sur les GSP-là, il y a eu des décès parce qu'ils n'ont pas pu payer du médicament. Il y a eu des enfants qui n'ont pas fréquenté l'école parce qu'ils n'ont pas pu être scolarisés. Il y a eu des foyers même qui ont été brisés parce qu'ils manquaient de quotidien. Mais ça peut être criminel en assise pour le déni du rendu de justice, voire même une négation du droit burkinabé. Et j'en viens même à la justice. Le procureur, c'est un procureur de justice. Ce n'est pas un homme par procuration des exécutifs. Il ne s'agit pas de taper le marteau, faire le rendu de justice sans suivre l'exécution de son rendu de justice. Et voilà où on en est. Combien de GSP ont eu leur entourage mourir parce qu'ils n'ont pas pu payer la pharmacie ou les familles des policiers? Ça doit aller en criminel ou qu'est-ce qu'il faut faire? Merci, M. Bagayan. Alors, c'est la question qu'on pose ici, l'exécution des décisions de justice. Et pour M. Bagayan, et ce qui est peut-être apparent, c'est que c'est comme s'il y a des personnes qui ne veulent, qui bloquent, qui ne veulent pas du tout. Alors, on a la solution. Tout le monde a la solution. Il faut déplacer, en fait, il faut sanctionner individuellement. C'est ça. Tant qu'on ne fera pas ça, ça ne va pas bouger. Si le ministre, par exemple, qui est à l'origine du blocage, par le truchement de mesures dilatoires pour empêcher l'exécution d'une décision de justice, on doit avoir un mécanisme qui permet de le sanctionner sur sa fortune personnelle. Et vous allez voir que ça va bouger. D'accord, oui, Lengue. Je disais que le véritable problème, c'est la justice. Même quand elle rend la justice, une justice juste, si je peux m'exprimer ainsi, elle n'a pas les moyens, ou en tout cas, elle ne se donne pas les moyens de faire appliquer. C'est ça le problème. Pendant ce temps, comme l'a dit notre ami, il y a des conséquences énormes. Il parle des GSP, des enfants qui vont pas à l'école. les radiés de 2011. Il y a beaucoup de cas où la justice est rendue. Il y a même des foyers brisés. Oui. Il y a des foyers brisés parce que le mari n'arrive plus à subvenir aux besoins. Et ça, qui supporte ça? À cause de l'inconséquence d'un individu. Mais je dis que, effectivement, il faut aller en pénal avec ces gars-là. Puisque le pouvoir lui-même. On va condamner l'État. Ouais, mais vraiment, c'est vraiment difficile. Je voudrais dire quelque chose par rapport à ce que les gars nous disent. L'État a eu la lumière de créer, par exemple, le médiateur, qui est un recours pour l'administrer vis-à-vis de l'administration. Ça veut dire que si vous avez un rendu de justice et vous avez de la misère à faire appliquer, par exemple, le médiateur doit pouvoir sommer l'État de dire c'est toi qui m'as mis en place pour dire de te conseiller, fais telle chose. Mais les gens multiplient. Dès lors que la justice invite le médiateur du façon. Non, je vais dire. On va prendre notre deuxième téléspectateur. Monsieur Touré Ouma de Bobo de Lasso, lui, il nous amène sur le congrès du MPP. Monsieur Touré. Bonjour. J'avais demandé à faire un feedback d'abord sur votre mise en bouche là, sur le carburant, avant de passer au plan de résistance du MPP. Vous allez partager votre temps imparti en deux. Voilà. Et donc, je voudrais aussi dire que qui ne dit pas mot consent, et comme je ne veux pas consentir aux tentatives de galvauder le centralisme démocratique devant la présence du vieux des vieux, pour
et la vieille des vieilles, le révolutionnaire qui ne dit pas un mot là-dessus, eh bien moi, je ne pourrais pas y consentir. Alors, le centralisme démocratique, c'est un principe cardinal pour la démocratie populaire et non pas libérale. Et c'est un principe qui stipule, si vous voulez, une pleine soumission des échelons inférieurs au plan disciplinaire aux échelons supérieurs. De telle sorte qu'une décision qui a été examinée de la base au sommet des échelons inférieurs ou supérieurs, cette décision soit incontestable lorsque le chef désigné par tous a pris la décision. Et c'est ce que Sankara voulait faire pour éviter que les CDR brouettes ne déroute ou ne fasse dérouter la révolution, qu'il avait décidé effectivement de créer un mouvement d'avant-garde pour se donner cette intouchabilité-là. Malheureusement, Blaise Compaoré qui nourrissait un rêve de 43 ans de pouvoir. Monsieur Touré, Monsieur Touré, pour revenir maintenant. Monsieur Touré, vous avez déjà perdu assez de temps. Allez-y sur le congrès du MPP. D'accord. Vous m'empêchez donc de parler au procureur de poursuivre les terroristes plutôt que des gens qui cherchent à s'enrichir. Et eux, ils ne diminuent pas le prix de leur carburant. Ils le vendent plutôt plus cher. Et qui l'achète, ce n'est pas leur affaire. Que ce soit des terroristes, des délinquants ou pas, il s'agit pour eux de vendre le carburant. Alors pourquoi les attraper et laisser les terroristes qui viennent s'approvisionner? C'est contradictoire. Maintenant, pour venir au MPP, ça ne doit pas étonner que ce soit Bala Sakandé qui m'ont comparé le ciel, c'est pourquoi il fait justement ces déclarations pour montrer que bon, il vaut encore quelque chose. Quand vous êtes débarqué d'un ministère, vous ne valez plus rien pour diriger un parti. Et personne ne va accepter que Simon Compaoré soit le président du Burkina et le président Roch, en connaisseur des Burkinabés, le sait lui également. Maintenant, Bala Sakandé, qui est en ascension politique, ce serait regrettable qu'il le laisse tomber au profit des noms que vous avez cités. Maintenant, la question que moi je me pose, pourquoi Bala Sakandé, qui veut se donner cette légitimité, va tout de même dans le sens des décisions incohérentes qui ne sont pas conformes justement aux exigences même de leur propre parti, comment il les laisse passer et puis vouloir maintenant prendre la présidence du parti. Et puis, par exemple, M. Touré, quel genre de décision? Vous dites que la direction a fait passer des décisions qu'il a acceptées. Ils ont fait une loi à l'Assemblée et tous les députés, la majorité des députés ont fait des propositions et de petits chefs de parti l'ont remise en cause. C'est quelle loi? Il ne pas l'accepter, il a accepté. Ensuite, maintenant, une autre incohérence. Chaque fois, on voit que les présidents de parti cèdent de parti à d'autres pour être président à l'Assemblée. Lui, il est déjà président à l'Assemblée, il va prendre la tête du parti, c'est clair. Ça veut dire que c'est lui qui doit remplacer Simon Compaoré pour succéder à Roch. Mais merci, monsieur. Merci, monsieur Touré. Merci, monsieur Touré. Je pense qu'on va prendre monsieur Bassolma Bazier qui est en ligne. Mais avant, il y a une information. Le président du Conseil supérieur de la communication a démissionné, ce que j'ai reçu comme information, parce que nommé, donc, il fait son entrée dans le bureau exécutif du MPP en tant que chargé des questions électorales. Donc, il a donc démissionné de la présidence du CSC. C'est une information que nous avons reçue. Alors, on va prendre M. Bassolma Bazier. Il n'est pas encore en ligne, d'accord. Non, parce que j'ai été coupé là. Oui. C'est par rapport au médiateur là. Non, le médiateur, une fois que vous avez saisi la justice, le médiateur n'intervient pas. Mais une fois que la justice, le rendu de la justice existe et que les gens ont de la misère à ce qui ils peuvent retourner vers le médiateur pour demander à l'administration d'appliquer la justice qui leur est favorable. André Eugène, c'est ce que vous-même vous avez dit. L'état de droit, il n'y a pas de sentiment. On peut faire une exécution forcée. Je pense que souvent, en fait, il faut que les juristes, les gens expliquent aussi aux gens. Oui. On peut aller, même si on ne tape pas le responsable, on est en justice et souvent il y a les astreintes et on peut aller jusqu'à des saisies. Je crois qu'il faut aller souvent à ces aspects. D'accord. Alors, on va prendre donc M. Bassolma Bazier. On rappelle que la semaine passée, on n'a pas pu le prendre. Donc, merci de nous prendre en marche, M. Bassolma. Oui,
vous en prie. Mon intervention n'est pas sur un sujet précis. J'ai tenu tout simplement à féliciter le plateau. Merci bien. Parce qu'il y a eu beaucoup de temps, je n'ai pas pu suivre encore vos interventions. D'accord. Le dimanche passé, j'ai pu le faire. Aujourd'hui également, j'ai pu le faire. Merci. Vous féliciter pour l'énergie qui est dépensée pour éclairer les Burkinabés. D'accord. Parce que les Burkinabés, déjà dans leur emploi de temps, la possibilité de se préparer avec leur propre carburant pour aller sur des sujets précis et nous donner des informations, c'est salutaire. Merci. Parce que vous assumez grandement le rôle qui est dévolu à la presse en termes de sensibilisation, d'éducation, d'orientation et surtout des interventions qui sont impartiales. Voilà, donc de ce point de vue, ça nous permet véritablement d'aller en profondeur et d'avoir des éléments sur un certain nombre de sujets. Donc, juste pour vous féliciter pour ce sacrifice, que Dieu fasse en sorte à ce que vous ayez la santé, l'énergie et les moyens de continuer de nous éclairer. Donc, mes félicitations à tout le monde. Merci, M. Bassolo-Bazier. Ça nous va droit au cœur. Ah, il est reparti? D'accord. Mais ça n'arrive pas souvent qu'on ait ces compliments en direct. Vraiment. Donc, on voudrait dire merci à M. Bassolo-Bazier et merci à tous ceux aussi qui nous le font. Pas en direct, mais qui nous le font chaque jour. Merci à vous aussi. Merci à tous les chroniqueurs. Merci à la direction de la télé. Pour ne pas perdre le fil d'idée par rapport au débat qu'on menait sur les applications, les difficultés, même si la justice sort des astreintes, ça ne va pas être efficace parce que un fonctionnaire va prendre des décisions, mettre... Merci. On est au thème de l'émission. On est au thème de l'émission. On ne peut plus avancer. On est au thème de l'émission. On va revenir la semaine prochaine avec... Pour la question des décisions de justice, il faut individualiser les sanctions. Merci, voilà. Merci à vous. Merci en tout cas à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à ceux qui ont appelé également pour intervenir. Merci à Bassolo-Bazier qui a appelé pour nous dire merci pour ce qu'on fait. Ça n'arrive pas toujours ainsi, mais merci en tout cas de nous donner ce boom-là d'avancer. Alors, j'étais donc autour de cette table-là avec Oulon, Serge Atiana, il est donc journaliste, directeur de publication de l'événement. Merci Oulon d'être passé. André Eugène Ilboudo, directeur de la radio des écoles. Lengani Isaka, journaliste, directeur de l'opinion. Merci Lengani. Et puis enfin, Évariste Faustin-Concebo, chroniqueur média, président du Cercle d'éveil, qui est une association de défense des droits de l'homme, premier porte-parole du Forum alternatif des citoyens. Merci à vous qui nous avez suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de Presse Éco, si Dieu le veut.